Ce matin-là, alors que le froid mordant de l'aube normande pinçait encore le bout de leurs doigts, Jean et Monique traversèrent la rue pavée avec la démarche lente de ceux qui portent un fardeau bien plus lourd que la simple fatigue. Ils portaient le poids de l'abandon, le silence assourdissant de la solitude, le creux de 3 jours sans manger, et une dignité qui tenait à un fil, chancelante mais toujours présente. Personne dans la petite ville endormie ne le savait encore, mais ce jour allait marquer un tournant irréversible dans leur vie et dans celle de toute une communauté. Et tout commença par une chose en apparence insignifiante, l'arôme de baguettes et de croissants frais s'échappant par la porte entr'ouverte d'une boutique baignée de lumière, la boulangerie-pâtisserie au doux réveil. Cependant, ce qui attira le plus l'attention de Monique ne fut pas l'odeur divine, mais l'homme derrière le comptoir. C'était un jeune homme aux cheveux longs, à la barbe douce et au regard empreint d'une compassion si profonde qu'il semblait les connaître depuis toujours. Sa silhouette sereine, vue depuis la rue grise et humide, ressemblait à un tableau vivant, une représentation moderne de Jésus accueillant les âmes fatiguées. Ce n'était ni un miracle, ni une vision, juste un employé au visage aimable. Mais pour eux, à cet instant précis, ce regard fut comme un signal, une invitation silencieuse, « Entrez, n'ayez pas peur ». Jean s'immobilisa devant la vitrine étincelante, son reflet lui renvoyant une image qu'il peinait à reconnaître, un souffle sec, des vêtements humides et élimés, des chaussures dont la semelle bâillait, et des yeux voilés par la faim et la honte. Monique, serrant son petit crucifix entre ses doigts gelés, prit une profonde inspiration, un mélange de foi désespérée et de peur viscérale qui émerge lorsque la vie vous pousse dans vos derniers retranchements. Jean, on pourrait demander s'ils ont quelque chose de vieux, une viennoiserie de la veille, quelque chose qu'ils vont jeter, dit-elle, la voix brisée par l'émotion et le froid. Autour d'eux, le monde poursuivait sa routine imperturbable. De vieilles Citroën 2CV et des Renault 4 passaient en pétaradant, une femme pressait tirer un chariot de course, un vendeur ambulant proposait un petit café chaud. Mais entre Jean et Monique, le silence parlait plus fort que tout le vacarme de la ville. C'était l'ultime humiliation, celle de devoir mendier des restes. Mais la faim, ce tyran impitoyable, avait vaincu la moindre parcelle de fierté. Monique tourna la tête vers l'intérieur de la boutique, où le jeune homme au regard chaleureux continuait de les observer, sans jugement, avec une attention pure. Ce simple geste, ce regard à la fois ferme, humain et compatissant, fut l'étincelle de courage dont ils avaient besoin. 3 jours sans un repas. Leur corps était fragile, affaibli, mais ce qui les brisait réellement, c'était le flot incessant des souvenirs qui les frappaient sans pitié. Ils se rappelaient la porte de leur fille, Valérie, se fermant sur eux, avec pour excuse un laconique, « Nous n'avons pas la place ». Ils revoyaient la honte familiale, soigneusement dissimulée derrière la façade d'une grande maison de campagne et une voiture neuve. Ils entendaient encore les paroles de leurs enfants, Patrick et Valérie, leur expliquant qu'ils n'avaient aucune obligation légale de s'occuper de leurs parents, eux qui avaient sacrifié leur vie entière pour que ces enfants ingrats puissent atteindre leur position actuelle. Chaque pas vers la porte de la boulangerie était comme marcher sur des braises ardentes, c'était accepter leur chute dans cette pauvreté cachée, celle que tant de gens préfèrent ignorer. Pourtant, alors que Jean se rapprochait, la lumière chaude de l'endroit semblait l'envelopper, comme pour le protéger, ne serait-ce qu'un instant, du monde cruel qui les avait rejetés. Monique serra plus fort son crucifix et murmura une prière silencieuse, « Seigneur, accompagnez-nous ». Elle n'attendait pas de miracle, juste un simple geste de compassion. Alors qu'ils avançaient vers la porte, la fine pluie se transforma en un doux murmure, presque musical, créant un de ces contrastes poignants que la vie offre parfois, la dureté et le froid dehors, l'odeur sucrée des viennoiseries et la promesse de chaleur humaine à l'intérieur. Et c'est alors que le jeune homme de la boutique, celui au visage si bienveillant, fit un pas vers eux et leur sourit. Un sourire simple, mais d'une sincérité si désarmante que les yeux de Monique s'emplirent de larmes sans qu'elle puisse s'en empêcher. « Entrez, je vous en prie », dit-il, et sa voix avait ce timbre serein que l'on n'entend que dans les moments les plus difficiles, une voix qui apaise les tempêtes intérieures. Sans le savoir, cet employé allait devenir, quelques heures plus tard, le visage d'un phénomène viral, le protagoniste involontaire d'une vidéo qui allait secouer les réseaux sociaux, provoquant une vague de compassion collective, d'indignation et un lynchage social qui changerait à jamais la vie de ceux qui les avaient rejetés. J'en pris une profonde inspiration, comme un soldat s'armant de courage avant d'affronter son destin. Le carillon de la porte tinta doucement lorsqu'ils entrèrent, un son cristallin qui marqua le début d'une histoire qui serait racontée pendant des générations. À l'intérieur de la boutique, tous les regards se tournèrent vers eux. Certains étaient surpris, d'autres empreints de pitié, la plupart simplement gênés. Mais le jeune homme derrière la vitrine, ce Jésus du quotidien, resta impassible, les regardant comme si, au fond de lui,
il était le témoin du premier fil d'un miracle discret sur le point de se tisser. « En quoi puis-je vous aider » demanda-t-il. Et Jean, ravalant la nudité de sa fierté bafouée, ouvrit la bouche pour prononcer la phrase qui allait briser les cœurs, faire dégainer les téléphones et déclencher la commotion émotionnelle la plus inattendue que la ville ait jamais connue. « Auriez-vous une viennoiserie de la veille ? Quelque chose qui ne peut plus être vendu. Ma femme et moi n'avons rien mangé depuis 3 jours. » Un silence profond, presque sacré, s'abattit sur la boutique. La porte de haut doux réveil brillait sous la lumière tamisée du matin, comme une invitation lancée à ceux qui avaient déjà presque tout perdu. Jean et Monique s'étaient arrêtés devant la vitre, évitant de croiser leurs propres reflets, usés par l'abandon, le froid et la faim. L'odeur des baguettes et des croissants frais s'infiltrait par les fentes, chaude et réconfortante, une contradiction douloureuse pour ceux dont la faim s'accrochait à la peau. Le jeune homme au comptoir s'essuya les mains sur un torchon, observant discrètement le couple avec une expression sereine, presque lumineuse, qui transmettait une chose rare, une véritable attention. Monique agrippa le petit crucifix caché dans sa main, murmurant une de ces brèves prières que l'on ne prononce que lorsque le corps est à bout de force. « Si seulement nous avions un vieux morceau de pain » chuchota Jean. Il inspira profondément, luttant contre son orgueil blessé. « Allons-y, avant que la honte ne nous paralyse complètement, » dit-il. Et il poussa la porte du bout de ses doigts tremblants. Le carillon sonna, un doux « ting », mais pour eux, il résonna comme une sentence. À l'intérieur, la routine se figea pendant quelques secondes. Une femme tenant une boîte de pâtisserie s'arrêta au milieu de l'allée. Un homme devant les étagères de pain leva lentement la tête. Une lycéenne retira ses écouteurs, comme si l'atmosphère avait soudainement changé. La boutique n'était pas complètement silencieuse, c'était plus subtil, une sorte d'attention contenue qui naît lorsque quelque chose de profondément humain et d'inattendu fait irruption sur scène. Monique sentit le poids des regards sur elle, sur leurs vêtements mouillés, sur la honte qu'elle traînait depuis le jour où leurs enfants égoïstes leur avaient fermé la porte au nez. Le jeune employé, avec cette expression tranquille qui semblait voir au-delà des apparences, s'avança. « Bienvenue. En quoi puis-je vous aider » dit-il d'une voix si douce qu'elle fit immédiatement monter les larmes aux yeux de Monique. Jean s'approcha lentement de la vitrine, où les éclairs au chocolat et les tartes aux pommes brillaient sous une lumière chaude, semblant presque inatteignable. Il respira profondément, cherchant ses mots, mais ne trouvant que de la douleur. Pendant d'interminables secondes, personne ne parla. Le doux parfum des viennoiseries se mêlait à l'odeur de la pluie sur leurs vêtements, créant un contraste cruel entre la chaleur et l'impuissance. Monique appuya ses doigts contre la vitrine, juste pour sentir quelque chose de solide, de réel. Jean s'éclaircit la gorge et parvint finalement à parler. « Excusez-moi. Auriez-vous une viennoiserie de la veille » La phrase frappa comme un coup de poing. La cliente aux pâtisseries ouvrit la bouche, stupéfaite. L'homme au pain cessa de mastiquer. La jeune fille serra plus fort son téléphone. Jean essaya de continuer, mais sa voix se brisa. Monique fit un petit pas en avant et termina la phrase, presque dans un murmure. « Nous n'avons pas mangé depuis 3 jours. Ce qui ne peut plus être vendu. Nous l'acceptons. » L'employé fronça les sourcils, visiblement ému. Cette demande, si simple, si dévastatrice, parcourut la boutique comme un fil invisible, captivant l'attention et le cœur de tous. L'employé prit une profonde inspiration, regarda les mains vides du couple et se dirigea vers l'arrière-boutique. Il passa devant une table où un homme était assis seul, buvant un café. En voyant le couple, cet homme écarquilla les yeux, comme s'il redécouvrait quelque chose de perdu dans les méandres du temps. La tasse faillit lui glisser des mains, mais à cet instant, personne ne mesura l'ampleur de ce qui se passait. L'employé revint au comptoir, l'expression tendue. « Messieurs, dames, commença-t-il, et le silence qui suivit oppressa la poitrine de Monique. Ici, nous ne donnons pas de nourriture de la veille. » Ces mots, dits ainsi, anéantirent le peu d'espoir qui leur restait. Monique baissa la tête, et ses larmes tombèrent silencieusement sur son chemisier mouillé. Jean ferma les yeux, prêt à remercier et à repartir, la dignité brisée. Mais alors, l'employé prit une nouvelle inspiration, et sa voix changea, devenant ferme, humaine, résolue. Ici, nous ne donnons que de la nourriture fraîche. La stupéfaction parcourut l'assemblée. Certains clients portèrent la main à leur bouche, d'autres détournèrent le regard pour cacher leurs larmes. Il appela une de ses collègues. « Manon, prépare un sac avec ce que nous avons de meilleur.
La jeune employée s'empressa de prendre des baguettes fraîches, des croissants encore chauds, un jus de fruits frais, et tout ce qui pourrait apporter un peu de chaleur au couple. Monique se couvrit le visage de ses mains, sanglotant. Jean essaya de le remercier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. C'était comme si quelque chose d'immense ou une solidarité inattendue, une compassion collective, une dignité restaurée se mettait lentement en mouvement, remplissant l'air de la boutique. L'employé sourit légèrement, un sourire discret et humain qui semblait dire sans mots, « Je vous vois. Vous comptez. » Et ce fut le premier pas de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que personne n'imaginait alors, qui finirait par devenir viral, révélant des vérités cachées et changeant la vie de tous. Alors que Manon commençait à remplir un sac en papier de pain chaud et de généreuses portions de viennoiserie fraîche, un silence dense et lourd s'installa dans la boulangerie. C'était le genre de silence qui ne naît pas de la peur, mais de la prise de conscience collective. Les clients ne feignaient plus l'indifférence. Ils regardaient directement Jean et Monique, mais non plus avec pitié, avec quelque chose de plus profond, de presque douloureux, un mélange d'indignation, de honte par procuration et de compassion silencieuse. Une dame âgée aux cheveux gris laissa tomber sa carte de crédit sans s'en rendre compte. Un jeune homme déglutit avec difficulté, se souvenant de son propre grand-père qui partageait toujours son pain, même quand il en avait peu. L'homme assis seul, celui dont le regard avait vacillé, se leva lentement, s'appuyant sur la table comme si ses jambes avaient oublié comment fonctionner. Il semblait voir non pas deux personnes âgées quelconques, mais un souvenir vivant qui revenait réclamer sa place. La jeune femme derrière la caisse se mit à pleurer en silence, et personne n'essaya de le cacher. Toute la boutique respirait à l'unisson, comme si tous partageaient le même sentiment, cela ne devrait pas arriver. Pas à eux, pas comme ça. Monique observait tout, le cœur battant à tout rompre. L'atmosphère avait complètement changé. Ce lieu, auparavant une boulangerie ordinaire, était devenu la scène de quelque chose de trop humain pour être ignoré. Elle remarqua des mains tremblantes autour d'elle, des yeux embués, des gens soupirant comme s'ils portaient une culpabilité qui ne leur appartenait pas. « Nous n'avons personne », murmura-t-elle, presque sans voix. Et ces mots, si simples et si réels, traversèrent l'air comme une flèche. Une femme qui était en train de payer releva la tête, surprise. « Même pas d'enfant » chuchota-t-elle, plus pour elle-même que pour eux. Jean ferma les yeux, comme s'il venait de recevoir un coup en pleine poitrine. Il n'eut pas besoin de répondre. Le silence disait tout. La honte collective prit forme à cet instant. Honte, non pas pour le couple, mais pour les enfants ingrats qui avaient permis à leurs parents d'en arriver à une telle extrémité. Un monsieur derrière eux dans la file murmura, « C'est de l'abandon de personnes âgées, pur et simple. » Le commentaire déclencha des réactions en chaîne. D'autres hochèrent la tête, pincèrent les lèvres, sentant l'injustice de manière personnelle, intime, douloureuse. Pendant ce temps, Manon luttait pour que ses larmes ne tombent pas sur le sac qu'elle préparait. Chaque viennoiserie qu'elle y plaçait semblait être une prière de pardon de la part du monde entier. Ça ne devrait pas faire si mal de voir deux personnes demander à manger, mais ça fait mal, se chuchota-t-elle. Une employée plus âgée, Marie, s'approcha discrètement et glissa un billet dans le sac, caché entre les serviettes. Que personne ne le sache, murmura-t-elle. La générosité se propagea comme un feu silencieux. Un adolescent sortit un billet de son portefeuille et le posa discrètement sur le comptoir. La jeune fille aux écouteurs prit une bouteille d'eau minérale et la plaça lentement, respectueusement, à côté du sac. Il n'était pas riche, il n'était pas puissant, mais dans chaque geste, il y avait un désir de restaurer la dignité volée par l'abandon et la pauvreté. La boulangerie, jusqu'alors banale, s'était transformée en un espace de justice poétique spontanée. Et puis, peu à peu, les téléphones portables commencèrent à apparaître. Non par malice ou par voyeurisme, mais par ce besoin humain de documenter quelque chose qui sort de l'ordinaire, un couple brisé par la vie, réconforté par une solidarité inattendue. Une jeune fille filma seulement les mains tremblantes de Monique recevant le sac. Un garçon filma la réaction de l'employé qui, avec une expression ferme et compatissante, retenait ses larmes. Une femme n'enregistra que le son, le soupir collectif, le murmure contenu, le bref, mon Dieu, prononcé par quelqu'un en arrière-plan. Tous ces enregistrements, sans le vouloir, allaient devenir quelques heures plus tard des vidéos virales, provoquant le lynchage social des enfants ingrats et transformant le geste de la boulangerie en un symbole national de compassion. Mais personne ne l'imaginait encore. À cet instant, il n'existait qu'un seul sentiment unifié, cela ne peut pas continuer ainsi. L'homme qui observait depuis sa table,
celui dont le cœur semblait reconnaître quelque chose, était maintenant debout, respirant rapidement. Il fixait Jean et Monique comme s'il essayait de faire correspondre un visage oublié à un vieux souvenir. Ses mains tremblaient. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Les gens autour de lui remarquèrent sa réaction et lui firent instinctivement de la place, comme s'ils pressentaient que quelque chose d'important était sur le point de se produire. L'employé cessa de remplir le sac. Manon s'immobilisa. Jean et Monique levèrent la tête en même temps, attirés par l'émotion évidente de cet étranger. La boutique tomba dans un silence complet, un silence si profond qu'on n'entendait plus que le goutte-à-goutte de la pluie dehors. L'homme fit un pas, puis un autre, les yeux pleins de larmes, la bouche légèrement entr'ouverte, comme s'il faisait face à des retrouvailles impossibles. Et avant même qu'il ne dît son nom, tout le monde le sentit, le passé était sur le point d'entrer en collision avec le présent, et l'histoire qui avait commencé par une demande de viennoiserie de la veille ne faisait que commencer. L'homme qui avait été assis à la table du fond, grand, les cheveux grisonnants, les mains fortes et le regard profondément ému, fit un autre pas en avant, comme poussé par son propre cœur. Toute la boulangerie retint son souffle. Jean et Monique restaient immobiles, comme s'ils craignaient de briser ce moment étrange et pesant où quelque chose d'ancien semblait se réveiller. La pluie battait contre la vitre, créant un rythme lent, presque rituel. L'homme s'arrêta à seulement 1 m. Ses yeux étaient rouges, brillant d'une manière que personne ne comprenait. L'employé, Manon, et même les clients reculèrent légèrement, instinctivement. Il y avait quelque chose dans l'air, le sentiment que cet étranger n'était pas si inconnu que ça. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Il essaya de nouveau, et seulement alors, il parvint à murmurer « Ce n'est pas possible. » Vous deux. Le silence devint encore plus lourd. L'homme porta la main à sa poitrine, essayant de contrôler son tremblement. « Je vous connais. Ou plutôt, vous m'avez connu le premier. » La phrase tomba comme une pierre au milieu de la boutique. Tout le monde se regarda. Monique fronça les sourcils. Jean respira profondément. Le passé, celui qu'il portait si profondément en eux, commençait à se dévoiler devant tout le monde. L'homme se passa la main sur le visage, comme pour s'arracher à un rêve. « Je suis Nicolas, dit-il finalement dans un souffle. Le nom résonna dans l'esprit de Jean comme un son lointain, étouffé, perdu dans le temps. Il cligna des yeux, confus. Nicolas. D'un petit village en Normandie. L'homme hocha la tête, immédiatement, avec force. Oui, c'est ça. Ce gamin tout maigre, celui qui ne savait ni lire ni écrire. Vous vous souvenez? C'était comme ouvrir une brèche dans un barrage de souvenirs. Les yeux de Monique s'emplirent de larmes instantanément. Jean porta la main à sa bouche. Petit Nicolas, murmura-t-il, le cœur battant la chamade. Et à ce moment, la réaction du public fut instantanée. Un murmure collectif parcourut la boutique comme un vent chaud d'incrédulité et d'émotion. Le jeune qui tenait son téléphone abaissa lentement son appareil, ne voulant pas interrompre ses retrouvailles. La cliente aux pâtisseries se serra la poitrine comme si elle avait ressenti le choc. Ce n'est pas possible. C'est lui. Le garçon qu'ils ont aidé il y a tant d'années, chuchota quelqu'un. Et c'était vrai. Là, devant le couple affamé, il n'y avait pas un simple client. C'était un morceau vivant de leur passé, un passé marqué par des gestes silencieux, une bonté humaine et une solidarité qui n'attendaient jamais rien en retour. Nicolas prit une profonde inspiration, essayant de se contrôler, mais les larmes commencèrent à couler, sans honte. Il fit un autre pas et s'arrêta devant Jean, posant ses mains sur ses épaules avec précaution, comme s'il craignait de toucher quelque chose de sacré. « Vous avez changé mon destin, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Je n'étais personne, un enfant abandonné, sale, affamé. Et vous, Jean, vous vous asseyez à côté de moi tous les jours après le travail pour m'apprendre à lire. Vous vous souvenez? Avec un bâtonnet, vous avez écrit mon nom sur le sol. Jean pouvait à peine parler. Je me souviens, dit-il d'une voix sourde. Nicolas se tourna alors vers Monique. Et vous, Monique, vous avez cousu mon premier uniforme d'école avec des chutes de tissu. Vous l'avez fait sans que je le sache, parce que ma tante disait que je ne valais rien. Monique se couvrit le visage de ses mains et pleura ouvertement. Toute la boutique éclata en sanglots. Ceux qui n'avaient jamais vu ce couple étaient émus comme s'ils étaient de proches parents.
Personne ne feignait. Personne ne détournait le regard. C'était impossible. Nicolas respira profondément, s'essuya le visage avec sa manche et continua. Tout ce que je suis, tout, je vous le dois. Vous avez été la seule famille que j'ai eue pendant des années. Ces mots touchèrent profondément tout le monde. La honte collective revint, mais maintenant mêlée à une profonde admiration. Un adolescent commenta à voix basse, et leurs propres enfants les ont laissés dans la rue. Cela créa un tumulte émotionnel dans la boutique. Nicolas serra les poings, comme pour contenir une vieille colère. Quand je vous ai vu demander une viennoiserie de la veille, j'ai senti mon âme se briser. Je ne le permettrai pas. Pas aujourd'hui. Jamais. Manon cessa de remplir le sac et s'essuya les yeux. Le jeune employé respira profondément et dit, « Nicolas, voulez-vous vous asseoir? Reprendre votre souffle ?» Mais Nicolas secoua la tête. « Non. Cela doit être dit maintenant. Ici. » Toute l'atmosphère semblait s'accorder au rythme de son cœur, rapide, intense, urgent. Et c'est alors qu'arriva la révélation que personne n'attendait, pas même Jean et Monique. Nicolas recula d'un pas, inspira profondément et dit avec fermeté, « Il y a autre chose que vous ne savez pas. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé dire de cette façon. » Les gens se rapprochèrent, ne voulant rien manquer. L'employé s'immobilisa complètement. La lycéenne se couvrit la bouche. Nicolas porta la main à sa poitrine, respira à fond et prononça d'une voix étranglée, « Cette boulangerie n'est pas juste une boulangerie. Elle est à moi. Je suis le propriétaire. Je suis devenu entrepreneur. J'ai 12 boutiques dans la région et tout, absolument tout, a commencé grâce à vous. » Le choc fut immédiat. Toute la boutique eut le souffle coupé. Manon laissa tomber un paquet par terre. Monique porta la main à son cœur. Jean pâlit comme si le sol venait de disparaître sous ses pieds. Le petit garçon pauvre d'hier était maintenant un homme accompli, un homme d'affaires respecté, un symbole vivant de gratitude, d'humilité et d'un héritage de bonté. Et il était là, devant eux, prêt à tout changer à nouveau, non par pitié, non par charité, mais par véritable amour, pour une véritable famille, pour tout ce que leurs propres enfants avaient oublié. Quand Nicolas révéla que la boulangerie lui appartenait, un soupir collectif parcourut la salle comme une brise qui changeait la température de tout l'espace. Les gens ne savaient plus où regarder, le couple en larmes, l'entrepreneur ému, le sac de nourriture fraîche que Manon avait failli laisser tomber, ou l'employé qui observait tout avec l'expression sereine de celui qui comprend qu'il assiste à quelque chose de sacré. Monique serra la main de Jean, incapable de croire que le pauvre garçon qu'ils avaient recueilli des décennies plus tôt était maintenant là, devant eux, les défendant face à des étrangers qui, quelques secondes auparavant, ne connaissaient même pas leur nom. La honte d'avoir demandé une viennoiserie de la veille commençait peu à peu à se transformer en autre chose. Une dignité retrouvée. Toute la boulangerie semblait respirer à l'unisson. Manon sécha ses larmes du revers de la main et continua de remplir le sac, mais cette fois avec un soin différent, le soin de quelqu'un qui comprend qu'il participe à quelque chose de profond, qui transcende un simple geste. Nicolas s'approcha du comptoir et posa sa main sur le sac. « Ce n'est pas suffisant, » dit-il fermement, sans élever la voix. « Ils n'ont pas besoin de reste, ils ont besoin de respect. » Une dame derrière lui murmura, « Le respect. » Oui, c'est ce qui manquait dans leur famille. Le commentaire tomba comme une lame de rasoir dans la pièce, mais personne ne le contesta. Jean, d'une voix tremblante, tenta de parler. « Mon garçon, nous ne voulons pas causer de problème. » Nicolas l'interrompit doucement, mais avec une conviction qui fit taire toute la boutique. « Vous n'avez jamais causé de problème. Vous avez semé de l'amour, et maintenant, c'est à mon tour de récolter et de redonner. » Il avait les yeux pleins de larmes, mais sa posture était ferme. La jeune fille aux écouteurs s'approcha et, sans un mot, ajouta une boîte de biscuits dans le sac. Un autre client y glissa des billets soigneusement pliés. L'homme qui achetait des pains au chocolat offrit 2 gâteaux entiers. Un sentiment de solidarité inattendu se propagea comme une traînée de poudre, comme si chaque personne présente essayait de compenser une injustice qui n'était pas la sienne, mais qu'elle ressentait comme personnelle. La boutique n'était plus seulement un commerce, c'était un refuge improvisé contre la cruauté de la rue. Monique pleurait doucement, le visage enfoui dans ses mains. Jean essayait de remercier tout le monde, mais sa voix se brisait à chaque fois. « Vous n'avez pas à faire ça. »« Si, nous le devons, » l'interrompit un monsieur âgé, s'approchant d'un pas lent mais ferme.
Aujourd'hui pour vous, demain pour n'importe lequel d'entre nous. Cette phrase déclencha un applaudissement doux, spontané, contenu mais sincère. Un homme plus jeune commenta, « Il ne devrait pas être en train de mendier de la nourriture. Ils devraient être en train de se reposer chez eux, entourés de leurs enfants. » Et le silence de Monique et Jean fut la confirmation la plus douloureuse de cette vérité. Une vérité qui commençait à provoquer une profonde indignation parmi les clients. L'idée d'enfants égoïstes et de parents rejetés suscita des murmures de colère. C'est de l'abandon de personnes âgées. Quelle honte! Et où sont leurs enfants? Nicolas serra les mains sur le comptoir et respira profondément. Ils ne sont plus seuls, dit-il fermement. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Ces mots résonnèrent dans la boulangerie, remplissant l'espace d'une force inattendue, une sorte de justice poétique qui jaillissait du cœur. L'employé, ce jeune homme au visage serein, posa une main sur l'épaule de Nicolas et dit « Nous sommes avec vous ». Manon hocha vigoureusement la tête. Une communauté s'était levée à cet instant, non pas avec des drapeaux ou des discours, mais avec des regards fermes, des larmes partagées et de petits gestes qui transmettaient une grandeur immense. Et tandis que le sac continuait de se remplir avec plus d'affection que n'importe quel achat coûteux, quelqu'un dans la file décida de filmer une courte vidéo, non par sensationnalisme, mais parce qu'il savait que ce moment devait être vu, raconté, partagé. Une vidéo qui montrerait l'instant exact où une communauté entière avait choisi la dignité plutôt que l'indifférence. En quelques heures, cet enregistrement deviendrait un de ces gestes qui changent les destins. Mais à cet instant, une seule chose comptait, Jean et Monique n'étaient plus seuls. Pour la première fois depuis longtemps, ils sentaient que quelqu'un les voyait vraiment, que quelqu'un se souciait d'eux. Et cela, pour deux personnes âgées rejetées par leurs propres enfants, avait plus de valeur que n'importe quelle nourriture. C'était le début d'une guérison émotionnelle qu'ils ne pensaient jamais ressentir à nouveau. Alors que la boulangerie était suspendue dans ce murmure de compassion, Nicolas, la respiration toujours tremblante, se tourna lentement vers Jean et Monique. Il prit une photo usée de son portefeuille, un trésor ancien plié avec soin. En la dépliant, tous purent voir l'image, un garçon maigre aux vêtements rapiécés tenant un cahier neuf, et à ses côtés, un Jean et une Monique plus jeunes, souriant avec cette fierté que seul peut exprimer celui qui aime sans rien demander en retour. « C'est moi, » dit Nicolas, tenant la photo de ses doigts tremblants. « J'avais 8 ans. Je ne savais pas lire, je n'avais rien. Je vivais dans la rue jusqu'à ce que vous me trouviez. » L'histoire commença à couler de ses lèvres comme une rivière endiguée depuis des années. Vous vous souvenez de cette vieille école? Vous m'avez vu, frigorifié, et au lieu de continuer votre chemin, vous vous êtes assis à côté de moi. Il continua, ému, vous avez pris un bâtonnet par terre et vous avez écrit mon nom sur le sol. Vous m'avez dit que ce nom signifiait quelque chose, que je valais quelque chose. Monique sanglotait maintenant, se souvenant du garçon timide à qui elle avait cousu un vieux sac à dos. Vous m'avez donné à manger, un endroit où dormir, vous m'avez appris à me laver, à étudier, à rêver. Puis il montra une autre photo, une robe blanche suspendue à une fenêtre. Vous vous souvenez de ça, Monique? C'était la robe de mariée de ma sœur. Elle n'avait pas d'argent et vous avez passé 3 nuits à la coudre en secret, sans rien lui dire, juste par bonté. Un silence absolu tomba sur la boulangerie lorsqu'il prit les mains de Jean et Monique. Vous ne m'avez pas seulement donné de la nourriture, dit-il, presque dans un murmure, vous m'avez donné la dignité. Vous m'avez appris que je valais quelque chose, même lorsque mes propres parents m'ont rejeté. Quand personne ne voulait de moi, vous m'avez choisi. Ces mots firent écho dans la salle, et quelqu'un au fond murmura, ça, c'est une vraie famille. C'est alors que Nicolas fit un geste subtil vers un autre homme, plus jeune, qui était resté en retrait. Je crois qu'il est temps de tout leur dire, dit Nicolas. Le jeune homme s'approcha. Il s'appelait Stéphane. Ses yeux étaient rouges, mais remplis de fierté. Jean, Monique. Stéphane est mon fils. La surprise parcourut la boulangerie comme un souffle. Je l'ai adopté quand il avait 8 ans, continua Nicolas. Parce que vous m'avez appris que la famille ne se trouve pas, elle se construit. Jean porta la main à sa bouche. Monique pleurait de nouveau, mais maintenant avec un sourire. Stéphane, luttant pour contrôler son émotion, posa la main sur l'épaule de Nicolas et regarda le couple avec une profonde affection. Papa m'a parlé de vous toute ma vie, dit-il doucement. J'ai grandi en écoutant vos histoires comme d'autres écoutent des contes avant de dormir. J'ai toujours pensé, un jour, nous les retrouverons.
Je ne savais pas à quoi vous ressembliez, mais je connaissais votre cœur à travers ces récits. Nicolas passa son bras autour de Jean et Monique, les serrant contre lui. Quand j'ai ouvert ma première boutique, j'ai pensé à vous. Quand j'ai adopté Stéphane, j'ai pensé à vous. Tout ce que je suis vient de ce que vous avez semé en moi. Mais ce que je ne savais pas, dit-il, la voix brisée, c'est que vous aviez été abandonné par vos propres enfants. Je ne savais pas que vous aviez perdu votre maison, que vous aviez passé 3 jours sans manger. Si j'en avais eu la moindre idée. Il ferma les yeux, puis les rouvrit, avec une fermeté qui transperçait les murs. À partir d'aujourd'hui, vous ne connaîtrez plus jamais la faim. Vous ne dormirez plus jamais dans la rue. Parce que vous m'avez sauvé. Vous avez sauvé mon fils. Vous avez sauvé l'histoire de notre famille. Et maintenant, c'est à notre tour de vous sauver. Stéphane hocha la tête, les larmes coulant librement. La vraie famille ne vous abandonne pas, ajouta-t-il. Elle ne vous tourne pas le dos quand les choses deviennent difficiles. Je suis le petit-fils que vous ne saviez pas que vous aviez. Monique laissa échapper un sanglot si profond qu'il fit pleurer plusieurs personnes autour d'elle. L'employé au visage serein observait de loin, les yeux brillants, comme s'il reconnaissait dans ce moment l'essence silencieuse de la compassion qui guide les destins. La porte de la boulangerie s'ouvrit violemment. 2 visages tendus, chargés de colère et de honte, firent irruption. Patrick et Valérie, les enfants biologiques de Jean et Monique, venaient exiger des explications, non chercher des parents perdus. « C'est quoi tout ce cirque ?» lança Valérie avec dédain. « Pourquoi vous exposez la famille sur Internet ?» Le mot « famille » sonnait amer, déplacé. « Papa, maman, on s'en va » ordonna Patrick. Mais Jean ne bougea pas. Stéphane s'avança, leur barrant le passage. « Ils ne vont nulle part avec vous, » dit-il d'une voix basse mais grave. « Et tu es qui, toi » ricana Valérie. Nicolas se plaça à côté de son fils. « Je suis l'homme que vos parents ont sauvé quand vous n'existiez pas encore, » dit-il d'une voix contrôlée. « Je suis celui qui a reçu de l'amour quand vous leur avez tourné le dos. » Stéphane leva son téléphone. 1 demi-million de vues. Toute la France a vu ce qui s'est passé ici. Maintenant, écoutez la vérité. Manon lança la vidéo enregistrée quelques minutes plus tôt. On y entendait Jean et Monique parler de la porte fermée, de l'hôtel payé pour seulement 3 semaines, des appels ignorés. Quand le mot « bloqué » fut prononcé, des murmures de rage parcoururent la foule. C'est de l'abandon de personnes âgées. Ils n'ont pas de pardon, cria quelqu'un. Valérie, réalisant que la situation lui échappait, se mit à crier « Ce n'est pas toute l'histoire. » Ils étaient difficiles, orgueilleux. Nicolas intervint. Orgueilleux ? 3 semaines dans un hôtel miteux et ensuite les bloquer, vous appelez ça de l'aide ? La foule se pressait, un tribunal improvisé. Je suis médecin, se défendit Valérie. J'ai une vie, des patients. Vous voulez que je porte tout sur mes épaules ? Ce sont vos parents, hurla un client. On ne parle pas d'un fardeau, on parle d'amour. La honte était maintenant palpable. C'est alors que Jean se leva. Sa posture fragile se redressa. Sa voix était basse, mais ferme. Mes enfants, vous n'êtes pas ici par amour. Vous êtes ici parce que le monde vous regarde. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous ne permettrons plus les mensonges. Il regarda autour de lui. Vous nous avez abandonnés, et aujourd'hui, vous devez accepter ce que vous avez fait. La porte de la boulangerie s'ouvrit de nouveau, mais cette fois, doucement. Valérie réapparut, seule, sans maquillage, les vêtements froissés, le visage bouffi de larmes. Je ne viens pas me défendre, murmura-t-elle. Je viens parce que je ne peux pas vivre avec ce que j'ai fait. Elle sanglota. Ces gens n'avaient aucune obligation de vous défendre, et pourtant, ils l'ont fait. Mais moi, votre fille, j'ai été la première à vous tourner le dos. Je pensais avoir tout, une grande maison, de l'argent, du prestige. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la pauvre, c'était moi. La pauvreté de l'âme. Elle tomba à genoux. S'il vous reste un minimum d'amour, s'il vous plaît, laissez-moi essayer de réparer ça. Non pas pour ma réputation, mais pour vous. Parce que je vous aime, et j'ai oublié comment le montrer. Monique s'avança. Ma fille, l'amour ne disparaît pas. Il se cache, il fait mal,
mais il ne meurt pas. Alors, il y a une chance? Demanda Valérie, le visage plein d'espoir. Jean respira profondément. Il y a une chance, dit-il. Mais elle ne se gagne pas avec des larmes, elle se gagne avec la présence. Valérie hocha la tête. Je serai là. Tous les jours. À cet instant, la porte s'ouvrit encore. Patrick entra, avec sa femme et deux petites filles, Léa et Zoé, les petites filles qui connaissaient à peine leurs grands-parents. Elles tenaient un dessin, deux personnes âgées souriant sous un grand soleil. La plus jeune s'approcha de Jean. « Tu es mon grand-père » Sa voix pure brisa la dernière once de dureté dans la pièce. Jean s'agenouilla, ses genoux fragiles protestant. « Oui, mon amour. C'est moi. » La petite fille sourit et le serra dans ses bras comme si elle l'avait toujours connu. Même Patrick, autrefois arrogant, tremblait maintenant de remords. « Papa, maman. Moi aussi, je veux essayer. » La boulangerie, modeste boutique de quartier, semblait maintenant un sanctuaire. Le maire Bernard entra, accompagné d'une équipe de télévision, mais il se tut en voyant Jean étreindre sa petite fille. La journaliste, les larmes aux yeux, s'approcha. « Monsieur Jean, Madame Monique, tout le pays vous regarde. Que ressentez-vous » Jean se releva. « De la gratitude. Parce que la vie m'a appris que l'amour que l'on donne finit toujours par revenir. » Le maire prit la parole. « Aujourd'hui, nous vous décernons le titre de citoyen d'honneur. » Les applaudissements éclatèrent. Et nous annonçons la création de l'Institut Dignité et Amour, un projet social inspiré par vous, pour aider les personnes âgées abandonnées et les familles vulnérables. Et nous souhaitons que vous en soyez les coordinateurs honoraires. La foule exulta. Ce n'était pas seulement une reconnaissance publique, mais une réconciliation interne. Valérie s'approcha de sa mère. « Pardon. Je ne te pardonne pas avec des mots, répondit Monique. Je te pardonne avec du temps. » Les petites filles, Léa et Zoé, étaient blotties contre leurs grands-parents. Stéphane s'agenouilla près d'elle. « Vous avez des grands-parents qui valent de l'or. » La plus jeune demanda, « Et vous, vous êtes qui » Il sourit, les larmes aux yeux. « Je suis quelqu'un qu'ils ont sauvé, et qui ne les a jamais oubliés. » Un détail passa inaperçu pour la plupart, mais pas pour Nicolas. L'employé, ce jeune homme au visage serein, se tenait dans un coin, observant tout avec une paix profonde. Quand Nicolas tenta de s'approcher pour le remercier, le jeune homme avait disparu. « Tu l'as vu » demanda-t-il à Stéphane. « Qui » Le gars du comptoir. Stéphane regarda autour de lui. « Quel gars » Personne ne servait ici. Nicolas resta silencieux. Il sentit un frisson, non pas de peur, mais de certitude. C'était un symbole, une présence discrète, un gardien silencieux. Jésus avait été là, non pas pour changer l'histoire, mais pour confirmer qu'elle était juste. La véritable histoire continua après que les caméras se furent éteintes. Jean, Monique, Nicolas, Stéphane, Valérie, Patrick et les petites filles s'assirent ensemble pour la première fois depuis des décennies. Ils partagèrent du pain frais et des viennoiseries, riant et pleurant. Ce fut une guérison qui traversait les murs. Quand la boulangerie ferma enfin ce soir-là, Monique prit la main de Jean. Ça en valait la peine. Il hocha la tête, car à la fin, l'amour revient toujours. Et il était revenu, sous la forme d'une famille choisie, d'une famille restaurée, et d'une communauté unie. Sur la table, quelqu'un avait laissé un morceau de carton. Une phrase y était écrite d'une calligraphie tranquille, l'amour que l'on donne en silence, Dieu le garde et le rend, multiplié.